Bien, mes chers collègues, bonjour. La séance est ouverte. J'ai le grand honneur de présider la réunion de notre commission pour une rencontre importante et pour le plaisir que nous avons à rencontrer nos collègues de Finlande. C'est une délégation de la Commission des Affaires étrangères de l'Eduskunta de Finlande, qui est conduite par son président, M. Kimmo Kiljunen. Et je suis très heureux, en votre nom à tous, mes chers collègues, de l'accueillir dans notre commission avec sa délégation. Ma connaissance du finlandais étant assez limitée, je vais poursuivre en français si vous m'y autorisez, sachant qu'il y a donc des interprètes et que le message qui m'a été donné, c'est que vous veillez les uns et les autres à parler pas trop vite, de telle manière que la traduction puisse s'effectuer dans de bonnes conditions. Mes chers collègues finlandais, je vous salue chaleureusement. Nous sommes très heureux d'avoir l'opportunité de cette rencontre qui s'inscrit dans la lignée d'échanges que nous avons noués avec d'autres commissions de parlements d'États partenaires de la France. Pardon. Non, pas de problème. C'est un petit problème. Ça va ? Oui, bien sûr. Donc cette rencontre s'inscrit dans la lignée d'échanges que nous avons noués avec d'autres commissions de parlements d'États partenaires de la France au sein de l'Union européenne et qui marque notre attachement réciproque à des consultations régulières sur des dossiers internationaux d'intérêt mutuel. Avant de laisser la parole au président Kiljunen pour quelques mots introductifs précédant nos échanges, je rappellerai brièvement que la France a été le premier pays d'Europe à reconnaître l'indépendance de la Finlande. Les contacts politiques bilatéraux sont étroits depuis l'entrée de votre pays, cher président, dans l'Union européenne. Nos coopérations sont particulièrement fortes dans les domaines de la sécurité et de la défense, cette commission ayant très rapidement autorisé la ratification par la France du protocole d'adhésion de la Finlande à l'OTAN en juillet 2022, mais aussi dans ceux de la lutte contre le réchauffement climatique, dans le domaine de la promotion des droits humains et s'agissant du défi de l'intelligence artificielle. Une déclaration commune franco-finlandaise a d'ailleurs été publiée sur ce sujet en 2018 et un accord concernant la coopération stratégique dans ce domaine a été signé en 2020 entre l'Institut français de convergence en intelligence artificielle et d'une part et le Finnish Center for Artificial Intelligence d'autre part. 12e fournisseur et 9e client de la Finlande, la France est aussi son 5e partenaire scientifique, notamment dans le secteur de l'intelligence artificielle, de la robotique, des nano- et des biotechnologies et du développement durable. De même, le français est la 3e langue parlée en Finlande. C'est dire que nos liens sont forts et que le dialogue entre nous est essentiel. Les sujets de discussion et d'intérêt réciproque entre nos deux commissions ne manquent pas. Le président Kiljunen et Jean-Noël Barrot ont choisi, lors de la préparation de cette rencontre, d'en évoquer plus particulièrement deux ce matin, ce qui n'exclura naturellement pas que des remarques puissent être faites sur d'autres thèmes au cours de débat, en fonction, mes chers collègues, des questions que vous poserez. Donc le premier de ces sujets concerne les défis posés par la Russie à l'Union européenne et à ses États membres, question qui prend une acuité toute particulière depuis la guerre en Ukraine, qui a brutalement rappelé à l'Europe que la Russie est un État rival aux velléités déstabilisatrices, davantage hélas qu'un partenaire. Le second sujet d'attention concerne l'impact des prochaines élections américaines sur la déclinaison des priorités du nouveau cycle européen. La coïncidence entre le scrutin du 5 novembre prochain aux États-Unis avec l'entrée en fonction de la nouvelle Commission européenne étant tout à la fois importante et source d'interrogations et de questions. Sur chacune de ces questions, nos deux pays partagent des préoccupations et des analyses convergentes sans forcément être complètement d'accord sur tout. Tout l'intérêt de débats comme ceux d'aujourd'hui est justement de confronter les points de vue
afin de dégager des voies communes de progrès. C'est la raison pour laquelle, personnellement, je me félicite avec vous, mes chers collègues, de la tenue de cette réunion conjointe et je souhaite que son principe s'inscrive dans la durée. Le temps nous étant compté, je cède sans plus attendre la parole au président Kujinem pour un bref mot introductif de 5 minutes. Ensuite, nous procéderons comme nous en avons convenance, par alternance entre un orateur de groupe politique français et un membre de la commission de l'Eduskunta de Finlande, à raison chacun de 2 minutes 30. À l'issue des interventions des groupes, les députés français et finlandais pourront s'exprimer dans la limite de 1 minute chacun, là aussi selon le principe d'une alternance entre un député français et un député finlandais. Et je vous ai indiqué, afin de faciliter le travail des interprètes, que nous veillons à ne pas parler trop vite. Avec le président Kujinen, nous appliquerons les règles de temps de parole avec évidemment une part de flexibilité conciliante, n'est-ce pas, mon cher Jean-Paul, mais seulement dans une certaine mesure pour permettre au plus grand nombre de s'exprimer. Voilà. Alors, je vais maintenant passer la parole à notre collègue, le président Kujinen. Michel Billon, thank you very much for your very, very, very kind words for me, welcoming us to come to here to our counterparts in National Assembly. It's a great both honor, C'est un immense honneur et un plaisir d'être ici avec des amis. Je vois des personnes que je connais ici dans la salle et c'est un plaisir. Nous sommes proches de bien des manières, la France et la Finlande. Et effectivement, vous avez été un des pays les plus prêts à reconnaître nos besoins notamment en matière de politique étrangère et de sécurité. En tant que petit pays, nous avions des besoins qui étaient nécessaires pour notre survie. Bien sûr, nous sommes dans une proximité géographique avec la Russie et vous avez reconnu, même en 2018, notre position et nous nous souviendrons toujours de ce que vous avez fait pour nous et de la manière dont vous nous avez reconnu notre situation particulière. Vous avez été également les premiers à reconnaître notre adhésion à l'OTAN. Pour la Finlande, rejoindre l'OTAN est un processus long et nécessaire. L'OTAN est nécessaire pour notre survie. Après la Deuxième Guerre mondiale, nous avons été un pays non aligné militairement et bien sûr, les choses ont changé lorsque nous avons rejoint l'Union européenne. Nous avons rejoint également la politique de l'Union européenne en matière de défense. Et notre position a bien sûr d'autant plus changé lors des agissements du président Poutine en février 2022. Tout a changé drastiquement à ce moment-là, et notamment en matière d'environnement sécuritaire pour l'Europe. Et cela a changé les choses pour nous, politiciens également. Et vous avez compris tout de suite que les temps avaient changé. Et vous comprenez très bien notre situation vis-à-vis de l'Ukraine. La guerre en Ukraine est une question existentielle pour la Finlande. Et nous nous souvenons du 30 janvier 1939, ce n'est pas le même agresseur, mais nous comprenons ce que l'Ukraine ressent. L'Ukraine, à l'époque, l'Ukraine aujourd'hui vit des choses que la Finlande a vécues avec Helsinki à l'époque de la guerre, et nous avons avec Helsinki, Londres, Moscou et les autres capitales,
une victoire de défense lors de la Deuxième Guerre mondiale et nous avons réussi à garder notre souveraineté, mais donc nous voyons bien les ressemblances avec la situation ukrainienne actuellement. Et c'est pour cela que nous leur apportons notre soutien le plus possible. Il y a de nombreux pays qui font des calculs différents, qui essaient de mettre en avant leurs intérêts stratégiques. Mais pour nous, il ne s'agit pas d'une question stratégique, mais bien d'une question existentielle. C'est pour cela que notre attitude face au conflit est différente de celle d'autres pays. Je ne veux pas comparer ici nos positions, mais je voulais tout de même souligner ce point. De même, l'Union européenne. Vous êtes l'un des membres fondateurs, presque père fondateur de l'Union européenne. Peut-être que c'est un parallèle avec les pères fondateurs des États-Unis, je ne sais pas, mais vous êtes l'un des membres fondateurs, fondateur de l'Union européenne et je respecte beaucoup ça. Vous avez permis l'intégration de l'Union européenne et l'intégration dans l'Union européenne est une question de politique de sécurité. À l'origine, c'est également ça. Évidemment, ce n'est pas quelque chose qu'on admet toujours. On ne veut pas toujours dire d'ailleurs qu'il y a un problème de sécurité, mais je sais que cette question de la sécurité, elle est derrière cette accession, cette adhésion à l'Union européenne. Et je sais qu'il y a cette cohésion en matière de sécurité qui est permise par l'Union européenne, avec des structures souveraines qui ont cette monnaie commune, cette politique commune, et je pense qu'en matière de sécurité, il y a aussi une cohésion. Et je pense personnellement, peut-être pas au nom de la Finlande, mais personnellement que c'est essentiel pour l'Ukraine de rentrer dans l'Union européenne, encore plus important que de rentrer dans l'OTAN. Alors après, bien sûr, il y a des relations bilatérales à prendre en compte, mais il y a également le 5e article de l'OTAN, mais faire partie de l'Union européenne, de cette famille européenne, c'est important. Il y a le Conseil de l'Europe, évidemment, mais l'Union européenne est vraiment un ensemble de valeurs importantes. Alors, vous m'avez dit 5 minutes, je vais essayer de rester très discipliné, mais je pense que personne ne m'a arrêté, donc je peux très bien sûr, continuer. Il y a beaucoup de questions en commun que nous pouvons aborder, mais peut-être que je peux donner la parole à quelqu'un d'autre, puisque ça fait déjà 6 minutes que je m'exprime. You are very disciplined, and because you are a friend, you are authorized to speak a little bit more than 5 minutes. But you insist on that one? No, Très bien. no. let's have The discussion. It's more because I am parler. I'm parliamentary and obviously Alors, on va parler un peu plus, puisque moi, je suis un parlementaire et j'aime parler, donc on va continuer. Mais cela dit, si vous me laissez, je vais continuer trop longtemps. Alors, on va passer à autre chose. Alors, on va donc passer maintenant la parole au groupe politique et la première personne, le premier collègue à qui je vais transmettre la parole, c'est pour la droite républicaine, c'est notre collègue Michel Tabarot. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mes chers collègues, je me réjouis de ce temps d'échange avec nos homologues finlandais dans une période où notre coopération est plus importante que jamais pour la sécurité de notre pays et de nos continents, de nos pays et de notre continent. Je rappelle que le groupe La Droite républicaine est fier d'avoir voté en août 2022 pour la ratification par la France de l'adhésion de la Suède et de la Finlande au traité de l'Atlantique Nord. C'est une décision historique pour votre pays qui a été contraint de renoncer à une longue tradition de non-alignement à cause de cette terrible guerre d'agression menée par la Russie en Ukraine. 1 an et demi après cette adhésion, nous sommes très intéressés par les premiers retours d'expérience que vous en tirez. Pourriez-vous nous dire quels sont les efforts qui ont déjà été accomplis par la Finlande depuis 2022 en termes capacitaires et quels sont ceux qui vont être prioritairement menés dans les années à venir? Quel est l'impact de l'adhésion sur votre effort militaire? En 2023, je rappelle que le budget de la défense représentait encore 2,5% de votre PIB. Quelle est votre trajectoire actuelle?
À l'image des 8 groupements tactiques déployés à la frontière orientale de l'Alliance, nous avons pu lire que le déploiement d'une force terrestre de l'OTAN en Finlande était envisagé avec le concours de la Suède, ainsi que l'installation d'un QG de l'OTAN. Ce serait évidemment un symbole fort. Pourriez-vous nous en dire un peu plus par rapport aux réflexions qui sont menées? Enfin, je souhaitais vous interroger sur le service militaire et les conséquences sur l'engagement au sein de votre armée. En effet, si votre armée compte 13 000 professionnels et affiche un nombre surtout impressionnant de 900 000 réservistes mobilisables, avec une armée qui pourrait atteindre 280 000 soldats en temps de guerre, par conséquent, pensez-vous que la conscription imposée par votre pays permet d'éviter une crise des vocations militaires à laquelle de nombreux pays font face? Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, cher Michel. Donc, je vais passer la parole au Président. Shall we actually do so that I allow other people from our side to react also with the minute limits, because then I can de ma délégation de réagir également à ce qui vient d'être dit, puisque comme ça je ne répondrai pas à toutes les questions et on peut peut-être équilibrer les choses de cette manière. Nous avons ici des personnes qui sont parfaitement aptes et très expertes en matière notamment militaire. Merci beaucoup pour cette question. Je suis Jarmo Lindberg. Je suis le premier membre de la coalition, du parti de la coalition. Et effectivement, j'ai un passé militaire en tant que général. Avant l'adhésion à l'OTAN, il y a eu un avant l'adhésion à l'OTAN et un après. Nous y avons pensé, nous y pensions depuis très longtemps et nous avons bien travaillé sur les sujets d'un point de vue technique. Nous avons vraiment réussi à de manière technique, adhérer de manière facile. Ce n'était pas un effort énorme pour notre force militaire. Nos capacités militaires étaient prêtes. Nous avons beaucoup discuté. Nous avons prévu de ratifier l'année prochaine un nouvel accord. Nous avons commencé à remplir tous les prérequis de l'OTAN. Nous leur avons fourni toutes les réponses qu'ils demandaient. L'OTAN a également un plan bien précis avec un plan régional, opérationnel, notamment qui comprend les pays nordiques. Il y a également la question de la contribution finlandaise à ces plans opérationnels et cette force notamment qui sont prêtes à agir. Ce qui est important pour la Finlande, et ce qui est très aligné d'ailleurs avec notre manière de faire les choses en Finlande, c'est que les pays nordiques fassent partie de la force de commandement. Donc la Suède, la Finlande, qui font aujourd'hui partie de l'OTAN, font partie de Norfolk. Et le sommet que nous avons organisé, qui a été organisé l'année dernière à Washington, nous a permis d'établir que la Finlande obtiendra la position de quartier généraux de l'OTAN en Finlande, donc. La Finlande participe également à une force comprenant les pays baltes, avec des tailles de bataillons, donc 1000 soldats. Et nous avons déjà la structure en tête pour des forces terrestres. Tout a été déjà décidé. Ce sera une force tournante de l'OTAN. Et nous serons le pays qui assurera la coordination. Et donc il y aura cette force tournante qui commencera avec la Finlande. Donc voilà, c'est ce qui a été décidé, c'est ce
ce qui a été vu. Ensuite, vous avez parlé du service militaire et du service militaire qui est obligatoire en Finlande. Nous allons continuer avec 22 000 soldats qui sont en train d'être entraînés particulièrement. Et effectivement, nous avons 900 000 réservistes, mais les réservistes actifs sont au nombre de 280 000. Merci beaucoup, chers collègues. Donc, pour le groupe écologique et social, je passe la parole à notre collègue Dominique Voynet. Merci, Monsieur le Vice-président. Mesdames et Messieurs, Eva Tnaïchet-Tia Erouat. L'OTAN opère depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022 un recentrage de ses objectifs stratégiques en Europe vers le nord. M. Lindbergh vient de rendre compte du partenariat ancien noué avec les forces de l'OTAN. Vous avez officialisé de façon plus formelle la démarche de rejoindre l'OTAN l'an dernier dans le contexte de l'intensification de cette menace russe à vos frontières. Mais le retour de l'atlantisme américain et de son soutien dans la structure de défense européenne reste menacé par le risque de l'élection de Donald Trump à la Maison-Blanche. Ces risques de revirement américain qui ont eu lieu déjà dans le passé laissent planer une épée de Damoclès sur notre sécurité collective et de façon plus aiguë sur votre sécurité, voire sur votre survie. Vous avez utilisé ce terme tout à l'heure. La réponse ne devrait-elle pas être européenne face à ce chapeau américain incertain? Ne pensez-vous pas que le moment est venu pour l'Union européenne de se doter d'une structure de défense autonome, ambitieuse, face à cette menace qui se trouve à nos frontières? Quelle est la position de la Finlande sur ce sujet? Comment œuvrez-vous pour une autonomie stratégique européenne? Sujet proche, la Finlande est à bien des égards une sorte d'Eldorado, riche en eau, en forêt, en matières premières rares. La France et l'Europe dépendent largement d'États autoritaires pour leur approvisionnement en métaux rares, par exemple pour la construction de leurs batteries électriques. Ces minerais sont extraits sans égard pour l'environnement et les droits humains. La Finlande pourrait jouer un rôle important dans une stratégie de relocalisation de ses productions. 30% des besoins européens en nickel proviennent de la Russie. Une production européenne pourrait donc être synonyme non seulement d'une plus grande autonomie pour l'Union européenne et sa transition écologique, mais aussi permettre de ne plus financer un régime hostile. Comment l'envisagez-vous? Quelle est votre feuille de route quant à la protection des espaces naturels où ces mines se trouvent? Enfin, dernier sujet qui est un tout petit peu en marge, mais vous me le pardonnerez. Un peu plus d'un an après l'ouverture de l'EPR de Olkiluoto qui a accusé 13 ans de retard, 4 fois le temps prévu, pensez-vous que le nucléaire a sa place dans une stratégie de transition énergétique? L'appareil a coûté beaucoup plus cher que prévu, mais c'est le contribuable français qui a été amené à l'assurer, plus que le contribuable finlandais. Les déboires à répétition sur la construction et sur la mise en service de cet équipement ne posent-ils pas question? Quelle est votre position sur le sujet? Shall we do actually so in order to have a dialogue? I actually allow our colleagues to react and I keep them in my mind if there's needed. À notre délégation, et je pourrais évidemment ajouter un mot si besoin, mais je vais laisser mes collègues réagir. Je pense que nous allons donner la parole à AT qui souhaitait répondre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci pour cette question. Bien sûr, le nucléaire est vital pour la Finlande. Nous avons beaucoup d'électricité qui nous vient du nucléaire. Rien qu'hier, et d'ailleurs, je sais qu'il y a du retard dans les 3 réacteurs, mais c'est tout de même une part cruciale de notre système électrique. Nous en avons besoin pour l'électricité, pour le chauffage. Vous savez bien que les hivers en Finlande sont très froids.
Et nous avons ces permissions en cours également pour obtenir des mini-réacteurs modulaires. La position finlandaise est la suivante. En ce qui concerne la guerre, lorsque nous voulons la paix, nous voulons nous préparer en cas de guerre. Donc, lorsque l'Union soviétique pouvait potentiellement nous attaquer, eh bien, nous avons déjà commencé à nous préparer. Donc, lorsque l'Ukraine a véritablement été attaquée, nous avons réagi en nous basant sur cette stratégie qui déjà était en place depuis des années. Nous avons donné plus de 2,2 milliards d'euros d'aide militaire à l'Ukraine. Nous ne leur donnons pas d'instructions sur comment utiliser ce matériel militaire, ils le font comme ils le souhaitent. Nous devons donc soutenir cette guerre, cette défense contre la guerre en Ukraine. Nous devons réussir à augmenter, nos capacités chez nous en matière militaire et ne pas forcément dépendre des États-Unis pour cela. Nous avons une stratégie de défense et nous voulons pouvoir répondre aux urgences, à l'agression russe. Et c'est pour cela que notre industrie de la défense est également très stratégique et bien en place. Nous pensons qu'il est essentiel pour nous de bien faire attention à ce qui se passe au niveau de notre frontière orientale pour ensuite pouvoir augmenter nos capacités et nos capacités. J'ai juste un commentaire à ajouter. Merci beaucoup, Monsieur le Président. En ce qui concerne cette question sur la coopération avec les États-Unis, nous venons de signer un accord de coopération avec les États-Unis. Il a été ratifié avec nos parlements et c'est très important pour la Finlande. Les États-Unis sont un grand partenaire et 63% des Américains soutiennent l'aide militaire qui va vers l'Ukraine. Aux États-Unis, le président ne peut plus prendre la décision de se retirer de l'OTAN et il y a également cette nouvelle loi qui dit que les deux chambres du Parlement doivent ratifier cette décision. L'Union européenne a été plus efficace en matière de sanctions et en matière de sécurité. Les capacités militaires de l'OTAN nous permettent également de mener des efforts en matière de capacité au sein même de l'Europe. Et j'aimerais peut-être ajouter quelque chose, puisqu'il y a beaucoup de nuances ici dans ces questions. Tout d'abord, les élections aux États-Unis. En Finlande, lorsque nous parlons de nos relations bilatérales avec les États-Unis, eh bien, elles se passent bien dans la mesure où nos relations bilatérales ne dépendent pas de qui est président. Nous avons donc vu les choses de cette manière lorsque nous avons vu le président Trump approcher éventuellement de la présidence. Et c'est également ce que nous avions fait lorsqu'il était président. Mais il y a effectivement des batailles internes entre les républicains et les démocrates. Et cette bataille est essentiellement interne aux États-Unis. Et l'impact n'est peut-être pas celui que l'on anticipe ici en Europe. Par exemple, le président Trump, finalement, a demandé à ce que l'Europe arrive à tenir ses engagements des 2% du PIB pour l'OTAN. Mais il y a quand même deux aspects que j'aimerais souligner pour rebondir. Lorsque nous parlons du partenariat et de cette réponse collective et de cette responsabilité collective au sein de l'OTAN, c'est important à souligner. Mais nous savons que si la prévention n'est pas assez et ne suffit pas et qu'il y a réellement une menace existentielle, nous devrons aller plus loin. Et notre histoire nous dit que les grandes puissances
ne sacrifient jamais leur propre existence pour des régions périphériques. Il faut donc faire bien attention à la manière dont nous agissons. Et enfin, dernier commentaire, si l'on veut la paix, on doit se préparer à la guerre. C'est ce qui a été dit. Ce que l'histoire nous dit, c'est que lorsqu'on se prépare à la guerre, alors on obtient la guerre. Donc l'armement et cette course à l'armement, c'est le nom qui a été donné, une course à l'armement. Nous savons que les politiciens prennent des décisions en la matière. Il faut être bien clair, et je sais que je n'ai plus le temps, mais ici, je sais que j'ai un allié et que je peux continuer à parler un petit peu. Vous n'avez plus le temps. Exactly. So Annie, I say the last point that we must also prepare nous that the Helsinki spirit will come once again there to be. Peut-être que l'esprit d'Helsinki reviendra, mais il faut, si l'usage de la force est fait, répondre avec la force. Je vais, pour le groupe Les Démocrates, je passe la parole à notre collègue Maud Petit. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, hyvät kollegat, tervetuloa. L'histoire et la géopolitique se sont souvent construites en parallèle de l'histoire des chemins de fer. Témoignage d'une évolution des rapports géographiques, économiques et politiques, j'aimerais vous entendre sur le projet de tunnel ferroviaire sous-marin entre les villes de Tallinn et d'Helsinki. Ce projet extrêmement ambitieux et manifestation d'une ouverture vers l'Europe a pour première finalité de relier la Finlande à l'Estonie. Mais ce super tunnel n'est en réalité qu'une étape pour permettre à votre pays de se rapprocher du cœur de l'Europe par l'intermédiaire du projet européen d'infrastructure ferroviaire Rail Baltica, qui permettra de relier Helsinki à Varsovie. C'est donc un fabuleux défi économique, environnemental, technique et géopolitique. Économique par le développement d'échanges commerciaux plus rapides et réguliers avec l'ensemble de l'Europe. Environnemental car en développant le fret, il permettra la réduction de l'empreinte carbone. Technique car la construction de ce tunnel, composé d'un tube pour le fret et d'un autre pour le train de voyageurs, est situé à 215 mètres en dessous de la mer Baltique, constitue un chantier énorme qui en fera le plus long tunnel ferroviaire sous-marin au monde. Des travaux gigantesques qui permettront de relier Helsinki à la capitale estonienne en une demi-heure contre 2 heures actuellement en ferry et qui devraient permettre de transporter plus de 20 millions de passagers contre 9 millions actuellement. Le coût de cet ouvrage est estimé à près de 20 milliards d'euros. Question. L'Europe prend-elle une part au financement de ce projet sur le tronçon qui vous concerne? Quelles retombées économiques et sur le tourisme en espérez-vous? En fait, ce projet est aussi une expression géopolitique forte. Question. Compte tenu du contexte actuel de guerre en Ukraine et du fait de l'entrée de la Finlande dans l'OTAN en 2023, y aurait-il des impacts quelconques sur ce projet? Je vous remercie. Merci beaucoup Maud. C'est une question sur le tunnel et je voudrais vous inviter à ne pas faire de trop longs tunnels de réponse parce qu'il faut qu'on puisse respecter l'horaire et que chaque député puisse poser des questions. Voilà. Donc si on pouvait essayer de respecter l'horaire de 2 minutes et demie, 3 minutes, mais pas au-delà, je vous en serais reconnaissant. Encore une fois, je pense que nous allons demander aux membres de ma délégation. Ici, nous avons une délégation qui nous vient tout droit d'Helsinki. Et je vais juste vous dire un mot. C'est une excellente idée. Bien sûr, l'Union européenne devrait participer au financement, mais vous allez obtenir une réponse plus précise. Je vais vous dire peut-être plus d'un mot. Et je sais que vous parlez régulièrement beaucoup, Monsieur le Président, nous vous pardonnons. En ce qui concerne ce tunnel, le Conseil municipal d'Helsinki et le conseil régional autour d'Helsinki a beaucoup participé à ce tunnel, mais
Malheureusement, oui, c'est un projet qui économiquement n'est pas stable. Il devait bénéficier de fonds chinois, même si nous savons que c'est un peu particulier en ce qui concerne ce financement, mais nous avons obtenu le feu vert pour avancer sur ce projet du tunnel, mais pour l'instant, nous ne pouvons pas avancer car il est encore trop onéreux et il y a trop de monde qui devrait transiter par ce tunnel. Donc, pour l'instant, ce n'est pas un projet qui peut aboutir. Le président dit oui, mais je pense qu'un jour, ça arrivera sur le long terme. Merci beaucoup, chers collègues. Pour le groupe Horizon et Indépendants, je passe la parole à notre collègue Bertrand Bouix. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, je souhaite la bienvenue à la délégation finlandaise et puis la bienvenue à Kimmo Kiljunen. Cher Kimmo, te féliciter également pour ta nomination en tant que président de la Commission des Affaires étrangères finlandaise et heureux de te retrouver après ces années au Conseil de l'Europe. Bienvenue ici à Paris. Bien évidemment, pour revenir aux affaires étrangères, la frontière avec la Russie est totalement fermée. Et vos liens sont entièrement rompus. La Finlande fait l'objet de menaces et donne à voir des enjeux auxquels l'ensemble de l'Union européenne est d'ores et déjà confrontée. L'immigration d'abord. La Finlande accuse la Russie d'instrumentaliser l'immigration et de faciliter l'accès à la frontière des migrants sans visa. La guerre hybride ensuite. Depuis le mois d'avril, des appareils aériens au départ d'Helsinki ont connu des perturbations GPS et ont été contraints de faire demi-tour, les conditions de sécurité n'étant plus réunies pour atterrir en Estonie. Enfin, la préparation des civils. La Finlande a pris les devants et mis en place des infrastructures et des abris, multiplication des stands de tir notamment. Dans ce contexte difficile, estimez-vous recevoir toute la solidarité nécessaire de la part de vos alliés naturels? Ensuite, quels sont aujourd'hui vos besoins urgents et quelles seraient les aides les plus pertinentes? Depuis un an, après l'adhésion de votre pays à l'OTAN, la Finlande a rapidement porté son effort de budget de dépenses à 2,3% du PIB pour l'année 2024. Une grande partie est due à de larges programmes d'acquisition de matériel, de navires, d'avions de combat F-35. Qu'est-ce qui a été mis en place pour pérenniser cet effort de défense aujourd'hui, au-delà des programmes d'armement pour vos forces régulières? Et quelle est l'action parlementaire nécessaire pour favoriser la montée en puissance des armées finlandaises? Merci. Merci Bertrand. Je vous laisse répondre. Johannes, Eva, would you like to react on these questions? Thank you, Chair. Even if I'm not perhaps the defense expert, but I would say that we have had a long-term engagement. Cela fait longtemps que nous sommes engagés dans le renforcement de notre force militaire. Donc, notre entrée dans l'OTAN n'a pas forcément été un grand changement. Alors oui, politiquement, ça a été un changement, effectivement, mais si vous regardez la force de nos capacités militaires, nous étions déjà prêts bien avant notre entrée dans l'OTAN, mais peut-être que le général pourra vous en dire un mot. Je voudrais peut-être, en 30 secondes, aborder un sujet. Vous avez parlé de l'impact hybride, de peut-être la guerre hybride menée par la Russie. Vous avez également parlé de cette inquiétude autour des élections américaines. Et nous avons un problème au sein de l'Union européenne qui n'a pas tant à voir avec qui a à voir avec notre valeur ajoutée par moment, et nous avons vu ça également avec le soutien apporté à l'Ukraine, ou plutôt un problème de valeur, pardon. Donc nous parlons beaucoup de droits humains, nous parlons d'égalité des genres pour la communauté LGBT, et nous devons vraiment renforcer notre position européenne en la matière. Nous ne voulons pas que des forces extérieures viennent nous déstabiliser sur ces valeurs, car nous savons que les forces extérieures, de manière très intelligente, arrivent à venir nous déstabiliser par moments. Et nous savons que si, par exemple, le président Trump revient au pouvoir, alors ça pourrait nous diviser dans nos valeurs, des valeurs qui sont importantes pour l'Union européenne et qui affectent également la défense et la sécurité. Military spending
Toute cette dernière décennie, les dépenses en matière de défense ont représenté 1,4 ou 1,5% de notre PIB. Surtout les avions de chasse. Donc aujourd'hui, oui, nous avons dépassé les 2%, nous sommes à environ 2,5% de notre PIB et nous souhaitons continuer sur cette lignée. Alors évidemment, nous avons cette armée et ce service militaire qui nous permet évidemment d'être forts militairement et nous avons évidemment fait ces acquisitions d'équipements, notamment en matière maritime, ce qui nous a permis encore de renforcer nos capacités. Sur les années à venir, nous allons renforcer notre mobilité militaire. Nous voulons être en capacité de recevoir l'aide dont nous avons besoin si nous en avons besoin. L'Union européenne nous aide également dans ce sens, faire partie de l'OTAN également. Mais nous avons investi en matière de défense pour être prêts à tout. Donc la Finlande, oui, a fait un vrai travail de planification, même en amont de son adhésion à l'OTAN. Très rapidement, un mot sur les menaces hybrides. Nous voyons aujourd'hui une menace qui concerne les demandes d'asile. Nous voyons très clairement qu'il y a un vrai phénomène avec le président Poutine qui essaie d'envoyer de plus en plus de migrants vers nos frontières. Alors bien sûr, le soutien de l'Union européenne est plein et vous pouvez bien sûr nous aider en la matière en ce qui concerne ces menaces hybrides et notamment en ce qui concerne les pressions migratoires à la frontière, puisque notre frontière est également votre frontière, faisant partie de l'Union européenne. Et nous en avons bien conscience. Nous avons également le soutien de Frontex, qui a été présent en Finlande en ce qui concerne l'opération frontalière dont vous avez donc fait partie. Merci beaucoup. Pour le groupe Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires, je passe la parole à notre collègue Laurent Mazori. Merci Monsieur le Président. Chers collègues finlandais, chers collègues, je suis ravi que nous puissions aujourd'hui avoir des échanges et partager nos constats et nos expériences. J'ai déjà eu l'opportunité de l'exprimer ici récemment. Malheureusement, il ne semble pas que le conflit entre l'Ukraine et la Russie soit en passe de s'arrêter prochainement, entraînant encore des morts inutiles, des traumatismes indélébiles avec son lot de destruction. Néanmoins, je sais que ce n'est pas facile, mais il est nécessaire de penser d'ores et déjà à la paix, aux conditions dans lesquelles elle pourra être signée et devenir durable, et surtout à ce qu'elle signifiera pour l'après, à la fois pour l'Ukraine et la Russie, mais aussi pour toute l'Europe, dont la Finlande. Un de vos ressortissants présents sur le front ukrainien affirmait récemment, devant le média CNews, « La seule chose que je peux imaginer, c'est une fête le jour où nous gagnerons, mais je ne sais pas ce qu'il y aura après. » Ce n'est qu'un nuage. Pourtant, même si l'issue de ce conflit nous paraît aujourd'hui très lointain, il me semble nécessaire de penser dès à présent au futur des nouvelles relations que devront bâtir et entretenir l'Union européenne avec la Russie. Je sais que ce n'est pas facile, mais nous devons y penser. L'éclatement de ce conflit a incontestablement envenimé nos relations avec la Russie. Comment voyez-vous dans ces conditions cet après, alors que vous êtes particulièrement affecté, comme vous le disiez il y a un instant, avec une frontière commune de plus de 1300 km avec la Russie? À ce sujet, il semble justement que la Russie a l'intention de modifier unilatéralement ses frontières maritimes avec votre pays, modification qui rentrera en vigueur, soi-disant, en janvier prochain. Pourriez-vous nous en dire plus sur cette situation qui semble également concerner la Lituanie et qui de fait concernerait les frontières de l'Union européenne, comme vous venez justement de nous le rappeler? En complément, concernant le sujet des priorités du nouveau cycle européen, pensez-vous que ce dernier doit être plus axé sur la défense européenne et sur son financement, ainsi que sur sa répartition entre les différents États membres? Enfin, comment voyez-vous l'évolution de l'Europe de la défense dans le contexte des présidentielles américaines? Merci par avance pour vos réponses expertes.
Merci Laurent, je vous passe la parole. Thank you very much indeed. Merci Major beaucoup. question, quite many on those C'est une question importante. Alors, vous avez parlé des changements unilatéraux au niveau maritime. Il y a une influence hybride qui prend la forme de la désinformation et nous avons fait très attention à cela. En Finlande, nous ne réagissons pas uniquement lorsque la Russie agit. Non, nous essayons ensuite d'enquêter sur la manière dont elle fonctionne. Il y a des fake news, des infox. Alors ensuite, je sais qu'en Estonie, ils ont un problème avec leurs frontières maritimes, avec la Russie. Je ne sais pas très bien quelle est la position de la Lituanie, mais je sais que c'est un droit unilatéral de chaque État de vérifier ces points de passage dans ses eaux régionales. La Finlande ne le fait peut-être pas annuellement, mais nous le faisons régulièrement et nous faisons bien attention à nos points de passage. En ce qui nous concerne particulièrement, nous connaissons cette situation, nous en sommes conscients. Nous avons donc parlé ici d'une opération routinière qui a été ensuite fuitée dans la presse et qui a donné lieu à tout ça dans la presse, mais ce n'était pas censé être une opération hybride, ça l'est devenu. Mais laissez-moi vous dire qu'en Finlande, nous sommes très pragmatiques et donc aujourd'hui, nous savons qu'il ne s'agit pas d'un changement unilatéral au niveau de notre frontière maritime. C'est une situation qui a été bien réfléchie. Ensuite, sachez que le niveau d'élévation de la mer augmente également. C'est un élément à prendre en compte. Ensuite, tout cela fait partie des aspects particulier de cette guerre en Ukraine. Alors, j'aimerais savoir ce que veut dire gagner la guerre ou perdre la guerre, ce que ça veut dire pour l'Ukraine de gagner, ce que ça veut dire pour la Russie de perdre. Il faut être très précis dans les termes qu'on utilise dans nos définitions. Nous avons parlé de la guerre d'hiver en Finlande, cette guerre brutale, et ça a été terrible de perdre cette guerre si vite. Ça a été terrible pour le peuple de Carélie, ça a été terrible pour notre peuple, mais ça a également été une victoire en matière de défense pour la Finlande, puisque finalement nous avions été capables de ne pas être occupés dans notre capitale pendant cette guerre. Donc finalement il y a eu une vraie défense et une victoire en la matière, malgré la défaite. Ici, le plan de Poutine est d'aller jusqu'au bout avec toute une stratégie qui passe également par la langue. Mais l'Ukraine est un pays, je sais que je parle beaucoup, désolé. Ici, ce que je veux vous dire, c'est que l'Ukraine peut gagner la guerre avec la Russie, avec une nouvelle Russie. C'est ce que nous pouvons espérer. C'est ce que nous pouvons dire de cette guerre et de sa victoire. Et je ne veux pas vous faire de pronostics réalistes, non réalistes, mais ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'il y a une défaite, il peut également y avoir des avancées positives qui suivent. Merci beaucoup. Pour le groupe de la gauche démocrate et républicaine, je passe la parole à notre collègue Jean-Paul Lecoq. Merci, Monsieur le Président. Merci et bienvenue à nos amis finlandais. Moi, je connais votre attachement au droit international. Et donc, la question qui se pose et qui se pose ici chez nous, c'est par rapport au conflit en Israël, en Palestine, au-delà maintenant.
comment en Finlande on a réagi. Comment on réagissait avant le 7 octobre, comment on a réagi pour condamner le 7 octobre, et comment on réagit après pour que la réplique ne se transforme pas en crime de guerre et crime contre l'humanité, et quelles sont les réactions. Quand on le fait dans notre pays, si on réagit sur le 7 octobre, nous sommes considérés comme des gens corrects, et si on ose réagir sur ce qui se passait avant ou sur ce qui se passait après, on devient des antisémites. Est-ce que c'est la même chose chez vous? Est-ce qu'à chaque fois que vous critiquez la politique d'un État comme celui d'Israël, vous êtes qualifié, vous aussi, député finlandais, d'antisémite? En droit international, il y a aussi la question du Sahara occidental. Et je sais que vous avez reçu le 11 et le 12 septembre au Parlement une délégation marocaine importante et que cette question du Sahara occidental était à l'ordre du jour de vos discussions. Est-ce que là aussi, le droit international vous est cher? Est-ce que vous avez répondu à la délégation marocaine que la Finlande considérait qu'il fallait respecter les résolutions des Nations Unies, respecter le plan de paix qui avait été signé par les différentes parties et organiser le référendum d'autodétermination et ne pas forcément considérer la marocanité du Sahara occidental, le fait accompli au bout de 30 ans d'inaction. Et donc voilà comment votre commission des affaires étrangères gère-t-elle cette relation avec le droit international et les exigences de l'ONU qui, à notre sens, au niveau du groupe GDR, sont aussi gages de paix? Merci Jean-Paul. Tough questions, big issues, both of them. I visited actually recently in Israel as a chair of Foreign Affairs Committee. Dernièrement, je me suis rendu en Israël et également dans les régions palestiniennes. En tant que président de la commission, j'étais à Gaza, je suis allé dans les kibbutz et également en Cisjordanie et j'ai pu me faire une vue d'ensemble. J'ai parlé avec les différents dirigeants. J'ai essayé de comprendre ce qui se passait sur le terrain et je puis vous dire que ce pays, ce territoire, connaît toute une série de revanches, de représailles. On l'a vu le 7 octobre. Il y a tant d'amertume, de haine accumulée dans cette région et de peur, de crainte des deux côtés. Voilà la réalité sur ce territoire. La position de la Finlande est très claire et notre président l'a dit très clairement. Nous ne sommes pas du côté d'Israël, nous ne sommes pas du côté des Palestiniens, nous sommes pour la paix. Nous souhaitons voir s'établir la paix dans cette région. Il ne s'agit pas seulement de cesser le feu et de libérer les otages. Israël a le droit de se défendre, bien sûr, mais il faut également reconnaître l'identité palestinienne. Et pour nous, le modèle des deux États, comme ça devait être le cas depuis 1947, est nécessaire. Il faut commencer des négociations. Il n'y a pas de solution militaire pour mettre fin à cette crise. Il n'y a qu'une solution de négociation, une solution politique. C'est ce qu'on essaie d'avancer. Concernant le Sahara occidental, je me suis rendu au Maroc, à Rabat. En Finlande, nous avons un très bon exemple d'autodétermination des îles entre la Finlande et la Suède. Après notre indépendance, dans les années 1920, on était très près d'une guerre à cause de ces îles. Et l'une des premières décisions était de donner l'autonomie à ces îles. C'est une région monolingue où on parle le suédois. Le reste du pays est en fait un pays bilingue avec le suédois. Nous avons aujourd'hui Eva avec nous qui représente la communauté suédoise. Et la solution était idéale. Les îles ont voté en 1918 d'adhérer à la Suède, mais depuis, on a négocié l'autonomie.
Donc, nous en avons discuté avec le Polisario, avec les autorités marocaines, pour voir s'il n'était pas possible de faire de même pour le Sahara occidental. Mais on comprend qu'il y a d'autres acteurs qui sont impliqués dans cette situation. Mais je pense que le Maroc dispose des atouts pour essayer d'aboutir à une solution négociée. Voilà la position de notre Parlement. Merci beaucoup, cher Président. Donc, pour le Rassemblement national, je passe la parole à notre collègue Alexis Joly. Merci, Monsieur le Président, et bien sûr, merci aussi à nos invités pour leur présence aujourd'hui. Donc, la guerre russe en Ukraine est conçue par le Kremlin comme un moyen de briser ce qui est perçu comme un encerclement de la part de l'OTAN, vu comme le bras armé des États-Unis. La perspective d'une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN et la présence potentielle d'armes américaines à la frontière russe ont poussé la Russie à envahir son voisin dans l'objectif de repousser la présence américaine loin de ses frontières. Les pays baltes et scandinaves redoutent quant à eux que ce puissant voisin, qui se conçoit plus comme une civilisation et comme une sphère d'influence dynamique que comme un État-nation aux frontières bien définies. De par sa situation géographique et sa taille gigantesque, 26 fois la taille de la France et 4 fois la taille de l'UE, elle se considère comme un monde à part entière. Cette nature propre de la Russie en fait une puissance impérialiste qui a tendance à vouloir régenter les affaires de ses voisins. C'est donc la même crainte réciproque, la peur de l'encerclement et d'une puissance agressive à ses frontières qui pousse la Russie à se méfier du monde occidental et qui pousse inversement les pays limitrophes à chercher à limiter la menace qu'elle représente pour eux. Alors, au regard de la situation géographique et de l'histoire de la Russie soviétique, on comprend que les pays baltes et scandinaves souhaitent bénéficier du parapluie occidental et des mécanismes d'assistance mutuelle prévus par l'article 5. Paradoxalement, le fait pour la Finlande, si proche de la Russie, d'intégrer l'OTAN est vu par le pouvoir et la société russe comme l'accroissement d'une présence hostile à sa frontière nord et comme un étirement de la présence américaine sur l'ensemble de ses frontières européennes. La question est donc de faire balance, coût-avantage entre la protection accordée par l'intégration au sein de l'Alliance et le fait que la Russie fera preuve d'une diplomatie plus agressive vis-à-vis de la Finlande, qu'elle considère alors comme un pays hostile et non plus neutre, avec un accroissement de sa présence militaire dans une région où se trouve Saint-Pétersbourg, capitale historique et culturelle de la Russie, et donc une importance stratégique. Je souhaite donc savoir si vous êtes certain que la décision de la Finlande d'intégrer l'OTAN soit de nature à favoriser la paix entre ces deux pays et par extension en Europe, ce qui me paraît légèrement incertain. Je vous remercie. Yes, this is a very crucial question for us, obviously. Pour nous, depuis longtemps, et je cite mon président, il l'explique très bien, il vaut mieux avoir gardé ses ennemis près de soi et ses amis un peu plus loin. C'est pour cela que nous essayons d'être pragmatiques et de bien faire attention à nos relations avec la Russie. Clairement, nous voyons qu'aujourd'hui la Russie nous provoque, nous punisse, peut-être pas nous punisse, mais effectivement nous provoque. Donc, lorsqu'on nous provoque, que faut-il faire? Eh bien, rester pragmatique, ne pas répondre, ne pas réagir. Alors évidemment, nous avons aujourd'hui le soutien de l'OTAN sur cette question. Souvent, ce que nous essayons de dire, c'est que nous sommes effectivement en première ligne. C'est absolument vrai. D'un point de vue géopolitique, c'est vrai. Et c'est pour cela que nous agissons avec beaucoup de prudence. Nous devons choisir quel type de membre de l'OTAN nous voulons être. Nous ne voulons pas créer un bloc. Nous voulons vraiment participer à la planification, à l'approche de l'OTAN pour une sécurité européenne. Nous sommes un pays du nord de l'Europe. Nous avons beaucoup d'admiration et nous nous inspirons également de ce qui se fait dans nos pays voisins. Bien sûr, il y a également la dissuasion nucléaire en jeu.
d'un point de vue finlandais, d'un point de vue nordique. Être membre de l'OTAN, avoir des relations bilatérales avec les États-Unis, tout cela nous donne une position particulière. Nous avons fait cet accord bilatéral avec les États-Unis. Nous avons parlé de la question de la dissuasion nucléaire. Nous sommes en première ligne. Nous avons bien conscience de ça. Nous devons toujours voir plus loin que ce qui se passe actuellement et que la défense stricte. Oui, c'est vrai, pour l'instant, nous pensons à une défense potentielle. Mais si la situation va plus loin, comment pouvons-nous nous défendre ? Voilà, c'est ainsi que nous pensons actuellement en Finlande. C'est notre politique. Et ma question à vous, c'est quelle est votre politique nucléaire par rapport à l'OTAN ? Avec le système de planification de la défense nucléaire au sein de l'OTAN. C'est très important pour nous d'avoir votre réponse et peut-être un complément d'information par ma collègue. Oui, j'aimerais vous donner un complément d'information très rapidement. En Finlande, je pense que personne ne pense réellement que la Russie attaquera. Je pense que personne ne pensait que la Russie allait attaquer de la sorte l'Ukraine. Et en Finlande, on a eu peur et je pense que pendant très longtemps, nous avons ajusté notre défense, nous l'avons renforcée au cas où. Nous n'avons pas créé une défense d'agression. Mais pour la première fois, nous nous sommes dit, en fait, oui, ça pourrait bien se produire et peut-être que nous avons besoin de l'utiliser. Et il y a eu vraiment un vrai sentiment de peur en Finlande. Nous avons également une bonne coopération très forte avec nos voisins du Nord. Encore une fois, notre politique commune n'est pas agressive, pas du tout agressive. Donc j'aimerais souligner tout cela. Je ne pense pas qu'il faut tomber dans ce piège en ce qui concerne de parler de tous les ou d'essayer de minimiser peut-être les dangers que nous risquons dans les pays du nord de l'Europe par rapport à la Russie. Mais à la fois, cette peur peut être un moteur pour eux et ils peuvent essayer de continuer à nous menacer de cette manière. Après, il y a des contacts avec la Russie. Et d'ailleurs, mon père s'est battu lors de la guerre que nous avons autant mentionnée. Et pour moi, à mon poste de politicienne, c'est essentiel d'assurer qu'il n'y ait plus de guerre chez nous. Et d'ailleurs, je voulais rebondir sur le Moyen-Orient et de cette division que ça a pu créer chez certains d'entre nous, l'antisémitisme, la xénophobie, etc. Et j'aimerais, en tant que parlementaire, vous inviter à pousser la réflexion sur ce que nous pouvons faire. J'ai rendu visite à l'Organisation des femmes de Palestine et d'Israël qui, ensemble, ont œuvré pour mettre fin à la violence. Elles en ont assez de cette violence qui, d'ailleurs, aujourd'hui, en est à un point qui ressemble vraiment à une situation d'horreur. Et je pense qu'il faut également se concentrer sur le travail de terrain pour la paix au niveau des frontières. Pour le groupe Ensemble pour la République, je passe la parole à notre collègue Brigitte Klinkert. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président Kiljunen, au nom du groupe Ensemble pour la République, je tiens d'abord à vous remercier, ainsi que toute la délégation de la Commission des Affaires étrangères de l'Eduskunta de Finlande. Merci, Monsieur le Président. Cher Président Kiljunen, au nom du groupe Ensemble pour la République, je souhaite vous remercier, ainsi que toute la délégation de la Commission des Affaires étrangères de l'Eduskunta de Finlande, pour l'honneur de votre visite et aussi pour cet échange très, très enrichissant pour nous. Alors que le président de la République, Emmanuel Macron, a réaffirmé son soutien à l'Ukraine et a rappelé que le sort de l'Ukraine engage la paix et la sécurité en Europe et dans le monde, le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a profité de l'Assemblée générale des Nations unies la semaine dernière pour menacer à nouveau les États européens d'une confrontation avec la Russie s'ils poursuivent, je cite, leur aventure suicidaire aux côtés de l'Ukraine. Sachez, mesdames et messieurs les parlementaires, que la France
nation européenne se tient à vos côtés dans la solidarité européenne face à l'invasion russe en Ukraine, qui est particulièrement inquiétante pour un pays frontalier de la Russie comme la Finlande. Nous n'oublions pas l'histoire ni ses vicissitudes. Le meilleur moyen d'obtenir la paix, c'est de se défendre. En Europe, notre force de dissuasion, c'est notre capacité à agir ensemble. C'est le doute sur la capacité ukrainienne à se défendre et le doute sur la solidarité européenne à son égard qui a pu susciter l'invasion russe. La France est une puissance de paix et d'équilibre. Nous sommes favorables à une paix juste et durable en Europe et partout dans le monde. En Ukraine, cette paix passe par le retrait de la Russie. Nous savons que demain, si la Russie gagne, elle ne s'arrêtera pas là. Et nous savons que les pays les plus exposés dans une telle hypothèse sont les pays frontaliers de la Russie, au premier rang desquels la Finlande. Nous devons soutenir militairement l'Ukraine sans ambiguïté. Je vous redis donc la solidarité que nous devons à l'Ukraine et cette même solidarité dont nous vous assurons aujourd'hui. La Finlande, qui a su maintenir une neutralité historique pendant près de 70 ans, a pris une décision majeure après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022. En l'espace de seulement 3 mois, vous avez voté massivement en faveur de l'intégration de l'OTAN et la Finlande est devenue le 31e État membre de l'Alliance. Je termine, cher Président. Puisque la Finlande a adhéré à l'OTAN, qui vient de trouver son nouveau président, en la personne de Mark Rutte, quels sont les changements concrets de cette adhésion récente à l'OTAN en termes d'organisation militaire de la Finlande et sa relation avec la Russie? Et ressentez-vous aujourd'hui une menace directe de la part de la Russie dans votre pays? Vous avez parlé de provocation. Merci de nous en dire plus. Merci beaucoup, Brigitte. In one sentence, we are not feeling military threat from Russia at the beginning. Nous n'avons pas ressenti, nous ne ressentons pas de menaces militaires de la part de Russie. Alors nous sommes prêts, effectivement. Vous avez raison. Si nous voulons atteindre la paix, nous devons être prêts à défendre notre pays. Mais je vais donner la parole à ma délégation et très rapidement pour ne pas dépasser le temps. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est important de souligner le rôle de l'OTAN, car aujourd'hui la Finlande n'est plus seule et je vois ici la carte au-dessus de vous et je suis très reconnaissant de ne plus être seul. Merci beaucoup. Monsieur Joly l'a dit, nous devons bien comprendre que l'OTAN n'a nous n'avons pas été forcés de rejoindre l'OTAN. Nous l'avons fait parce que nous avons fait une analyse de notre sécurité, de notre politique de sécurité, et que cela nous servait. La Russie a déjà envahi la Crimée, a déjà eu des agissements envers l'Ukraine que nous avons dénoncés. Et nous avons rejoint l'OTAN de manière parfaitement volontaire. Rien n'a changé, nous vous l'avons dit, en matière militaire, rien n'a changé pour la Finlande. Nous étions déjà prêts et prêts depuis longtemps avant de rejoindre l'OTAN. Nous utilisons même l'anglais dans nos forces militaires. C'est la langue du commandement pour que ce soit plus simple pour nous, techniquement, tactiquement, de communiquer. Donc il y a des processus qui sont en cours et nous voulons savoir et bien faire comprendre quel type de membre de l'OTAN nous voulons être et ce que nous pouvons faire pour l'OTAN, ce que l'OTAN peut faire pour nous. Nous ne pouvons pas faire face à des menaces seuls. Faire partie d'une alliance est un vrai changement de paradigme pour nous et de notre manière de penser. C'est ce qui est en train de se faire en Finlande. C'est ainsi que la réflexion se porte. Et peut-être qu'il y a un commentaire de la part de mon collègue. Merci beaucoup. Effectivement, je vous ai déjà parlé des changements, concrètement parlant, qui se sont faits après cette adhésion à l'OTAN. Effectivement, les changements en matière militaire n'ont pas été dramatiques. L'armée finlandaise est prête. Nous avons cette brigade qui est partie en Ukraine. Nous avons eu des pertes difficiles. Le président Poutine a pris la décision de
reconstituer, de ramener une force militaire qui permet à la Russie de se réorganiser d'une autre manière sur la frontière orientale, et c'est ce qu'elle souhaite faire. Donc c'est pour cela que nous allons avoir plus de présence sur place. Nous sommes en train de préparer une structure pour pouvoir faire face à cela. Et ça, c'est important. Car si la paix est atteinte en Ukraine, les pays baltes, tous les pays qui sont au premier rang, nous voulons vraiment savoir ce qui va se passer ensuite vis-à-vis de la Russie. Car la Russie est une grande puissance. Elle a pu recruter. Ils ont plus de soldats, 15% de plus qu'au début de la guerre. Ils ont la capacité d'attaquer. Ils ont la capacité de trouver des forces. Et c'est une Russie nucléaire. Et là, il y a toute une question stratégique. Que se passe-t-il si la Russie s'en sort dans cette guerre, et que feront-ils par la suite? Merci beaucoup, chers collègues. Je passe la parole pour la France Insoumise à notre collègue Nathalie Osiol. Monsieur le Président, chers amis finlandais, au nom du groupe La France Insoumise, je vous souhaite également la bienvenue et je vous remercie pour vos réponses éclairantes sur le sujet. Elles nous permettent d'avoir des éléments précieux. Ceci étant dit, et je vous prie de m'en excuser, je vais adresser quelques mots à notre commission et pour cause, nous n'avons pas d'autre espace où le dire. With all due respect to the delegation from Finland, apologies for addressing now the committee. The current situation demands I say a few words about it. Au nom du groupe La France Insoumise, je veux dire que nous ne pouvons pas tenir cette commission comme si la situation que connaît cette commission était normale ou ordinaire. Pour rappel, le ministre député qui préside depuis bientôt 3 mois cette commission des affaires étrangères n'a toujours pas démissionné. Nous sommes donc dans une situation ubuesque où il nous est impossible de contrôler l'action du ministre qui est pourtant revenu du Liban, de convoquer le bureau de la commission, de changer ou de proposer l'ordre du jour de la commission alors que l'actualité internationale le commande. Dans ces conditions, pour notre part, nous nous limiterons à dénoncer cette situation tant que le député, ministre, président de commission n'aura pas démissionné. Très bien, merci, ma chère collègue. Donc, je ne pense pas que nos collègues finlandais vont répondre à cette interrogation, et ce n'est pas l'objet. Et vous avez exprimé votre position. Est-ce que je peux simplement vous répondre? Je ne prends bien sûr aucune position sur ce que vous venez de dire et sur vos affaires internes, mais chez nous, c'est un peu différent, c'est très différent même. Lorsque nous sommes partis d'Helsinki et que nous avons commencé à visiter des assemblées parlementaires et des organisations, nous avons vraiment organisé des visites à Bruxelles, au Conseil de l'Europe, etc. Nous sommes dit, nous avons peut-être nos différences politiques et positions différentes chez nous, mais dans la mesure où nous voyageons tous ensemble, nous avons laissé toutes nos contradictions et nos différends à l'aéroport d'Helsinki. Alors oui, la situation est peut-être différente, il y a des nuances, c'est vrai, mais l'idée ici, c'est de trouver un compromis. Je suis le président d'une commission des affaires étrangères de l'Eduskunta, je suis du groupe parlementaire social-démocrate, et ici, j'ai avec moi des membres d'autres partis. Mon idée et l'objectif ici, c'est de trouver un compromis. Ici, nous avons des représentants, 4 représentants du parti du gouvernement et des membres du parti de l'opposition. Et l'important, c'est que nous puissions nous trouver un terrain d'entente et discuter ensemble de la politique de sécurité et de la politique étrangère. Donc voilà, simplement, je voulais réagir sur ce point. Ce que je trouve extraordinaire, c'est que le président Kiljunen, et comme le général de Gaulle dans une célèbre conférence de presse, il répond à des questions qui ne lui sont pas personnellement adressées. Et donc, je vais... Pardon ? Non, mais Arnaud et Nathalie, moi j'ai bien compris votre intervention, on en prend acte, mais le président Kiljunen a souhaité réagir.
Voilà, donc je passe maintenant la parole pour les socialistes et apparentés à notre collègue Alain David. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président Kiljunen, Mesdames et Messieurs les membres de la délégation finlandaise, chers collègues, cela a été abondamment souligné, votre pays occupe une place toute particulière dans l'Union européenne et dans l'OTAN. C'est encore plus vrai depuis le déclenchement du conflit en Ukraine, avec les quelques 1300 km de frontières que votre pays partage avec la Russie, sans parler de la proximité maritime du golfe de Finlande. Face à ces menaces, votre pays a quelques spécificités inspirantes, et je pense notamment au modèle de défense dit totale, impliquant significativement une considérable réserve citoyenne de quelques 900 000 réservistes, bien équipés, bien entraînés, en plus des 34 000 militaires d'actifs. Répétons-le, cela fait de l'armée finlandaise la troisième puissance de l'Alliance atlantique en termes d'effectifs, derrière les États-Unis et la Turquie. Avec mes collègues du groupe des députés socialistes et apparentés, nous avons accueilli très favorablement et soutenu l'adhésion de votre pays à l'OTAN en compagnie de votre voisin suédois. Nous étions alors conscients du pas significatif que cette décision impliquait pour votre modèle diplomatique et pour votre opinion publique, et nous saluons le courage politique qui vous a été alors nécessaire. Vous avez choisi d'axer une partie de notre échange sur les défis que font peser la menace de la Russie sur l'Union européenne et sur ses États membres. Votre pays est très actif pour promouvoir une politique de sécurité commune en Europe. De même, la Finlande est un contributeur important, soit directement, soit par l'intermédiaire de l'Union européenne, à l'effort de guerre de l'Ukraine contre la guerre d'agression voulue par le président Poutine. Mes collègues et moi-même saluons la constance inspirante de votre diplomatie dans le soutien de votre pays à l'Ukraine. Votre président a cependant ouvert la porte, dans une interview au journal Le Monde, à d'éventuelles négociations entre l'Ukraine et la Russie. Pourriez-vous nous préciser ce que cela implique? Merci. Merci Alain. Je passe la parole au président. Thank you very much indeed. Let's put clearly, then I actually ask Jarmo Lindberg. Peut-être un mot, mais je vais demander à notre expert militaire pour vous répondre sur notre politique de défense totale et notre modèle, car je pense qu'il est expert en la matière. Mais pour vous répondre plus généralement, tout d'abord, merci de nous accueillir dans l'OTAN. Merci de nous féliciter pour notre effort pour l'Ukraine, mais sachez que lorsque nous contribuons à la défense européenne et à l'OTAN, et c'est ce que nous faisons car nous voulons être des vrais partenaires, sachez que lorsque nous avons rejoint l'OTAN, ce que notre président a dit lorsqu'il a ratifié cette entrée dans l'OTAN, c'est que personne ne perd rien dans tout cela. Nous faisons tout ce que nous faisons ici pour le peuple finlandais et pour sa sécurité. Et ça, c'est vraiment le point essentiel à retenir en ce qui concerne notre entrée dans l'OTAN. En ce qui concerne cette question concernant le réalisme basé sur des valeurs. Nous partageons les valeurs de l'Union européenne qui font partie de notre Constitution également. La démocratie, les droits humains, etc. Toutes ces valeurs et bien sûr la Charte des Nations Unies. Nous respectons le droit international. Tout cela est essentiel. Mais il y a également des intérêts. Il faut être réaliste. Nous savons qu'il y a différentes opinions exprimées. Et ici, oui, je sais que notre président a répondu à des questions pour le monde. Il a parlé de ce réalisme basé sur les valeurs. Mais
nous restons dans l'esprit d'Helsinki. Nous sommes ouverts au dialogue. Nous voulons dialoguer avec ceux qui souhaitent dialoguer avec nous. Nous ne sommes peut-être pas d'accord avec tout le monde, nous ne sommes pas d'accord avec tous les intérêts exposés, mais nous voulons bien faire remarquer que nos défis sont les mêmes et que nous ne pouvons pas arriver à un résultat positif par la confrontation. Nous avons besoin de coopération. Et c'est ce que voulait dire notre président, je pense. Je donne la parole maintenant à mon collègue. Merci beaucoup. Je veux bien spécifier que je ne suis pas le chef des armées, que je ne suis... oui, j'ai été pilote, que j'ai été général, j'ai été... voilà, très expert en défense, mais je voulais juste spécifier mon titre et mon expertise. En ce qui concerne cette défense totale et ce modèle que nous avons, nous avons réfléchi à comment la société tout entière peut être mobilisée pour faire face à la menace. Et ça, c'était à l'époque donc de l'après-guerre froide. Et nous avons vraiment réfléchi ainsi dans les différents ministères, avec une commission de sécurité pour coordonner le tout. Il y a différents types de crises et parfois ce sont certains ministères qui prennent le rôle de chef de file et d'autres qui se coordonnent. Donc par exemple, nous avons eu des instances où le ministère de la Santé a été chef de file et à d'autres moments, d'autres ministères, et c'était chapeauté et coordonné plutôt par la commission de sécurité. Et c'est ainsi que nous avons développé cette approche de la sécurité totale, de la défense totale. Je préside le centre hybride d'excellence européen en Finlande et nous coordonnons tous les pays qui font partie de l'Union européenne et qui sont membres de l'OTAN. Voilà, mes chers collègues, je voulais vous dire qu'il y a 12 inscrits pour des questions. Donc mon rôle, hélas, est de rappeler la règle selon laquelle chaque question doit être limitée dans 1 minute et la réponse pour nos collègues finlandais aussi dans le temps d'1 minute parce qu'il y a 12 inscrits, il y a le déjeuner et il y a les questions au gouvernement à 14 heures. Et quel que soit... notre souhait, on ne peut pas contraindre le temps. Voilà, donc je passe la parole à notre collègue Sabrina Sebhani pour la première question. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. En avril dernier, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné pour la première fois un État pour inaction climatique, la Suisse. Le 2 août dernier, 6 ONG ont déposé une plainte auprès de la Cour administrative suprême finlandaise pour violation de sa loi sur le climat de 2022 qui fixait des objectifs climatiques pour 2035 considérés comme irréalistes par les ONG. L'État français a lui-même été condamné en 2020 par le Conseil d'État pour insuffisance dans la lutte contre la pollution de l'air et reste régulièrement condamné à des astreintes sur le sujet. Nous en sommes toutes et tous conscients ici, la question environnementale n'a pas de frontières. Une équipe de chercheurs de Stockholm a alerté la semaine dernière sur le déplacement inévitable de la 7e limite planétaire, l'acidification des océans. Nos océans absorbent une telle quantité de carbone que l'eau de mer voit son pH diminuer et devient nocive pour de nombreux organismes. Alors que ce sont donc 7 limites sur 9 qui seront bientôt franchies, la coopération et la coordination en matière environnementale doivent être au cœur de nos préoccupations. L'Union européenne fournit un cadre d'action avec le Pacte vert pour atteindre la neutralité climatique à horizon 2050 en prévoyant une réduction de 55% des émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à leur niveau de 1990. Pouvez-vous nous parler des derniers efforts concrets accomplis par la Finlande pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre? Je vous remercie. C'est answer 1 minute. At 1 minute.
Vous avez 1 minute pour... Thank you, Mr. Chair. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous cherchons à faire tout notre possible. Lorsque la Russie a attaqué l'Ukraine, ou même en 2014 en Crimée, avec l'escalade, nous avons arrêté d'acheter du charbon et du pétrole en provenance de la Russie. Mais ceci signifie que nous avons accéléré la transition écologique. À Helsinki, par exemple, nous n'utilisons plus les combustibles fossiles pour le chauffage urbain. Par le passé, on utilisait du charbon et du pétrole, mais ce n'est plus le cas. Grâce en partie à l'attaque brutale de Poutine contre l'Ukraine. Cela nous a permis d'accélérer la transition écologique, mais nous avons quand même besoin de chauffage urbain. Mais nous ne brûlons plus de combustibles fossiles pour ce faire. C'est juste un exemple. Et il y en a bien d'autres. Eva, peut-être, très rapidement, juste pour un exemple. Pardon, il faut qu'on respecte le temps. I'm very sorry to be in this role, but I have to respect. C'est un rôle ingrat qui m'incombe, mais quand même. Alors, je passe la parole à Jean-Louis Romégas. Oui, bonjour, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés finlandais. Entre août et novembre 2023, 1300 migrants ont traversé les postes frontières finlandais sur des vélos, certainement fournis par les autorités russes. Vécu comme un acte de guerre hybride par la Finlande, cet acte a conduit Helsinki à fermer totalement la frontière. Plus récemment, vous avez adopté une loi permettant de refouler des demandeurs d'asile, sauf les mineurs et handicapés. Pourtant, le principe de non-refoulement est un principe fondamental du droit international et du droit européen. L'article 33 de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés, signée par la Finlande, stipule qu'aucun État contractant n'expulsera ou ne refoulera de quelque manière que ce soit un réfugié. Les réfugiés doivent-ils donc être les otages des tensions avec la Russie ? Et la Finlande ne doit-elle pas, malgré le contexte, revenir à ses engagements internationaux ? Finland, we had a big discussion in Finland Nous en avons longuement discuté en Finlande sur l'instrumentalisation des demandeurs d'asile. C'est de la guerre hybride. 3 éléments. La Russie viole les accords de Genève depuis 1950, alors qu'ils sont partie contractante. Deuxième point, on abuse de ces personnes qui se trouvent à la frontière. Les conditions sont atroces, surtout en hiver. Alors, on a beaucoup discuté. Quelle est la réaction appropriée? Le droit international précise que la procédure de demande d'asile doit être respectée. Mais le droit dit également qu'il faut garder ouverte la frontière, mais on ne peut plus le faire en raison de cette manœuvre hybride. Et c'est un peu le souhait de Poutine. Donc, on est pris dans un dilemme. Le droit international est fondateur pour nous, mais la sécurité nationale l'est tout autant. C'est une situation très complexe. Merci beaucoup, cher Président. Je passe la parole à notre collègue Laetitia Sappol. Merci, chers collègues. La France s'est dotée d'une stratégie polaire en 2022. Nous avons également un ambassadeur au pôle. En effet, nous sommes inquiets du changement climatique et des conséquences sur l'Arctique avec les nouvelles routes, les perspectives d'exploitation. Et ça aurait été pour avoir un état des lieux de votre stratégie polaire en Finlande, vous qui êtes aux premières loges. Je vous remercie. Merci, Laetitia. Eva, would you like to answer that question? 1 minute. Eva, I can also do, but you do. Si vous voulez bien répondre en 1 minute.
Oui, merci beaucoup. Nous sommes bien conscients que le changement climatique peut avoir des conséquences multiples dans la région de l'Arctique. Et il est très important de faire face au changement climatique et essayer de lutter contre le réchauffement climatique. Nous savons bien également qu'il est très important d'impliquer dans la conception de ces mesures les populations autochtones. Donc nous voudrions être vraiment le fer de lance de ces actions, ces mesures climatiques. Alors, ouvrir les routes dans la mer Arctique pose des problèmes et nous expose à bien des dangers. Il faut, pour lutter contre cela, sensibiliser toute la communauté internationale. Il va falloir être prêt à lutter contre des accidents, des incidents du fait du plus d'activité dans la région de l'Arctique. Merci. Merci beaucoup. Je passe la parole à notre collègue Michel Guignot. Oui, merci Monsieur le Président. Bienvenue à votre délégation, Monsieur le Président. Et je vais être très rapide, puisque beaucoup de choses ont été dites. Trois petites questions. Quelle est la situation militaire réelle aujourd'hui à votre frontière orientale? Y a-t-il des incidents frontaliers? Deuxième point, craignez-vous vraiment des conséquences négatives pour la Finlande en cas de victoire de M. Trump, puisque soyons clairs? Et puis le troisième point, c'est notre précédent ministre de l'Éducation nationale a signé un arrêté visant à supprimer le finnois des langues présentées aux épreuves du baccalauréat général et technologique en 2026. En Finlande, 3500 Français demeurent en Finlande, alors qu'en France, 7000 personnes, 7000 personnes donc d'origine finlandaise sont dans notre pays. Quelle est la place et l'avenir de l'apprentissage de la langue française dans les établissements de votre pays? Voilà, j'ai été dans les temps, Président Herbillon. Oh, mon cher Michel. First of all, tout d'abord, la situation militaire à notre frontière est assez calme. Il y a évidemment une présence militaire de par les agissements de la Russie et nous nous préparons pour ce que nous ne savons pas encore et nous ne savons pas ce qui peut se passer. Donc nous sommes prêts. Ensuite, en ce qui concerne votre question sur le président Trump et son retour potentiel au pouvoir, les relations, encore une fois, entre la Finlande et les États-Unis ne dépendent pas de qui est président aux États-Unis. Nos relations continueront à être étroites. Nous continuerons à entretenir de bonnes relations avec la Maison-Blanche. Peut-être que la situation est un peu différente d'un point de vue de l'Union européenne, avec tous ces défis posés en matière de sécurité. Et en ce qui concerne le français en Finlande, eh bien, oui, nous avons même parmi nous des personnes ici qui parlent très bien français, qui ont étudié le français. Le français est une langue que nous aimons énormément en Finlande. OK, Eva, quickly. Je donne la parole à Eva. Je voulais vous remercier car je pense que c'est important de mentionner ces personnes d'origine finlandaise qui vivent en France. J'ai 3 nièces moi-même qui vivent en France et je pense qu'en Finlande, nous devons continuer à soutenir les familles qui justement croisent ces différentes langues que nous partageons. Très bien. Je passe la parole à notre collègue Jérôme Buisson. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Lors de la précédente législature, j'ai eu l'honneur d'être rapporteur d'une mission d'information sur les métaux stratégiques et terres rares, un enjeu fondamental pour nos économies qui vivent les transitions écologiques et numériques. Dans ce domaine de l'extraction à la production de batteries, en passant par le raffinage des minerais, l'Europe, dans son ensemble, est à la traîne et les marchés sont très lourdement dominés par la Chine,
dans des proportions allant jusqu'à 90%. Comme nous l'avons rappelé, l'invasion russe de l'Ukraine depuis 2022, la sécurité économique doit faire partie intégrante de toute stratégie de défense nationale. Il est donc primordial de dérisquer nos économies comme le font les États-Unis et la Chine. Or, des gisements existent en Europe, comme j'ai pu le constater en me rendant dans la ville suédoise de Kiruna, où le plus grand gisement de terres rares du continent a été découvert. Voilà ma question. Je voudrais vous demander quelle est la politique minière de votre pays. Avez-vous prévu des évolutions législatives spécifiques pour accélérer la mise en place des projets miniers? Et avez-vous prévu une réforme du code minier? Ou encore, votre institut géologique a-t-il programmé un inventaire minier ou en a-t-il effectué un récemment? Merci. Don't want to answer. Okay, Johannes. Yes, there is a development work going on. Oui, effectivement, nous travaillons sur ce sujet, sur celui des mines. Nous allons également rapidement effectuer des changements. Il y a des possibilités qui s'offrent à nous d'étendre et de plus exploiter nos mines. La Finlande a une géologie particulière. Il est donc possible pour nous de trouver des sources de métaux et minerais rares. Mais nous avons également une réserve naturelle riche, surtout dans le nord. Et nous voulons bien sûr protéger la nature, et ce, dans le cadre de notre législation. Il y a un soutien à cette potentielle exploitation des ressources naturelles au bénéfice de l'Union européenne. Merci, mon cher collègue. Je passe la parole à Pierre Pripevich. Excusez-moi, j'ai mal prononcé votre nom, pardonnez-moi. Sur 30 ans, la Finlande a développé une politique du logement exemplaire en divisant par 5 le nombre de sans-domicile fixe et par 6,5 le nombre de sans-abri, avec une politique dite du logement d'abord, Housing First, en attribuant un logement le plus vite possible et en y consacrant 0,9% du PIB. La France, avec 1,5% du PIB consacré à ces aides au logement, a 7 fois plus de SDF, soit 300 000 SDF sans-abri dans notre pays. Quelles orientations majeures de la politique du logement faut-il privilégier pour arriver à de tels résultats? Monsieur Kalama et moi-même venons d'Helsinki, la capitale, et bien sûr c'est une grande ville, et dans les grandes villes, vous savez que c'est un réel défi, et c'est un défi qui continue, bien sûr. Certains groupes de la population sont particulièrement vulnérables, je parle notamment des personnes qui sont sans papier, et des personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Et cette politique, effectivement, Housing First, n'a pas été facile à mettre en place, n'est jamais facile de s'atteler à de tels sujets, ce n'est jamais facile de trouver des logements pour tout le monde. Donc, cette politique présente toujours des défis aujourd'hui, mais je pense effectivement que trouver cette solution du logement est une vraie clé pour ensuite réussir à régler d'autres problèmes, notamment d'abus de substances et autres. Sans cette politique du logement, oui, c'est très difficile d'atteindre ces populations et de gérer leur vulnérabilité. C'est ce que nous avons fait à Helsinki. La politique Housing First n'est pas la même partout en Europe ou dans le monde. On ne fait pas la même chose dans les Caraïbes ou dans le sud de l'Europe. La situation est différente et il est essentiel en Finlande que les gens trouvent un abri, un logement, de par notre situation particulière. Prochaine question pour notre collègue Sylvie Josserand. À mon tour et à titre liminaire de remercier la délégation finlandaise pour sa visite à la Commission des Affaires étrangères. Avec l'intégration définitive de la Finlande à l'OTAN en mars 2023,
la frontière commune avec la Russie, d'environ 1340 km, est désormais la plus longue frontière terrestre entre un pays membre de l'OTAN et la Russie. Cette spécificité conduit à s'interroger sur les conditions préalables qui ont pu être posées par l'OTAN pour l'intégration de la Finlande, et notamment le stationnement de troupes sur le territoire finlandais, ainsi que le déploiement d'armes nucléaires sur des bases aériennes en qualité de pays hôte. Vous avez évoqué tout à l'heure les conditions posées par la Finlande et notamment la participation des pays nordiques au commandement. Plus généralement, est-ce que des conditions particulières ont été posées par l'OTAN pour l'intégration de la Finlande à raison de la configuration géographique de cette frontière très longue ? Okay, Jarmo. Oui, je vous en ai parlé. Il y a eu de nombreuses discussions avec l'OTAN. Je vous ai également mentionné notre participation à la planification opérationnelle. La réserve de la Finlande est de 280 000 réservistes. C'est la réserve la plus grande de tous les pays nordiques et nous sommes prêts à nous défendre seuls. Mais à partir du moment où la Russie devient plus agressive, nous devions faire partie d'une alliance plus grande, d'une grande coalition. Nous avons également des capacités maritimes. Nous ne sommes pas arrivés à l'OTAN en demandant plus que ce que nous pouvions apporter. Nous contribuons à la défense commune de l'OTAN et nous sommes prêts d'ailleurs à unir nos forces. Plus de 90% des Finlandais soutenaient l'adhésion de la Finlande à l'OTAN. That you remember the kilometers is exactly that one. Vous vous souvenez de ce nombre de kilomètres bien particulier. Vous avez cité ce nombre de kilomètres et il a doublé. C'est ça qu'il faut prendre en compte aussi. Je passe maintenant la parole à notre collègue Laurence Robert Dehaut. Merci, Monsieur le Président Kiljunen. D'ici un mois, les États-Unis éliront leur nouveau président. La victoire de Donald Trump est une hypothèse envisageable et elle entraînerait un changement de la politique étrangère américaine, notamment en Ukraine. En 2024, la Chambre des représentants, dominée par les républicains, avait bloqué une aide militaire à destination de l'Ukraine. Lors de la conférence de Munich en février 2024, le sénateur républicain James David Vance avait évoqué ce changement de paradigme en affirmant que les États-Unis doivent se concentrer davantage sur l'Asie orientale. Sans résolution diplomatique de la guerre, comme nous le préconisons depuis le début, le désengagement américain risque de dévoiler l'incapacité des industries des États membres de l'Union à maintenir un niveau de soutien suffisant. Cela résultant d'une politique de désindustrialisation à marche forcée mise en œuvre par l'Union européenne depuis des décennies. Selon vous, les axes stratégiques définis par le Conseil européen en juin dernier prennent-ils en compte cette hypothèse et dans quelle mesure? Je vous remercie. As far as I understand American policy, de ce que je comprends de la politique américaine, finalement, il n'y a pas tant de différence que ça entre les démocrates et les républicains, pour en tout cas la sécurité européenne. Pour les deux, l'agression russe est une question européenne. Pour eux, la Chine est un sujet plus important. Donc, de ce que je comprends, ils cherchent des solutions temporaires à la situation plutôt qu'une paix durable. Et quels sont les ingrédients dans tout cela qui vont venir prendre un rôle? Je ne sais pas. Mais ni Trump, ni Kamala Harris, ni la France, ni n'importe qui, d'ailleurs la Finlande, ne veut reconnaître une annexion.
Cela, nous le savons. Et d'ailleurs, c'est la même chose avec ce qui s'est passé pendant la guerre, avec l'occupation qui n'a pas été reconnue. Et d'ailleurs, on a la même situation en Corée avec également un statut qui n'est pas reconnu. Donc on parle de Trump, on a l'impression qu'il serait plus drastique, mais mon analyse ici, c'est que quel que soit le parti dont on parle, le résultat serait le même. Notre collègue Pascal Gaud. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Comment voyez-vous l'évolution de la coopération européenne en matière de sécurité face à la Russie? Et quelle est la feuille de route en ce sens d'Ena Virkkunen, je ne sais pas si je prononce bien son nom, qui est vice-présidente de la Commission européenne, notamment en charge de la démocratie et de la sécurité, qui est un joli portefeuille pour la Finlande. Et la deuxième question, pensez-vous que cette intégration à l'OTAN modifie les attentes ou les positions de la Finlande vis-à-vis des mécanismes de défense de l'UE? No, it didn't. Actually, we are still fully non, nous soutenons toujours cette idée que la stratégie autonomique a un rôle important à jouer. Nous devons bien prendre tout ça en compte dans nos calculs, même en tant que membre de l'Union européenne. Et notamment en ce qui concerne notre politique industrielle de défense, et vous aussi, vous êtes très actifs en la matière. Nous évaluons également notre position en tant que membre de l'OTAN en matière de ce que nous pouvons apporter et comment nous pouvons être complémentaires. Donc il n'y a pas finalement de contradiction, il y a plus une complémentarisation ici dans ce que nous pouvons apporter. Merci. La question suivante, c'est, je passe la parole à notre collègue Nicolas Dragon. Oui, merci Monsieur le Président Herbillon, chers collègues finlandais, mes chers collègues. L'adhésion de la Finlande à l'OTAN, soutenue par une majorité de vos habitants, a représenté un tournant politique et géopolitique majeur. En 2 ans, votre budget de défense a presque doublé, dépassant aujourd'hui les 2% du PIB, avec 6,6 milliards de dollars en 2024. La Finlande a aussi renforcé ses acquisitions de matériel militaire, en particulier auprès des États-Unis avec des F-35. Enfin, face à la création d'une nouvelle région militaire dans le nord-ouest par la Russie et au renforcement de la base de Petrozavodsk, vous vous apprêtez à accueillir une base de l'OTAN à Mikkeli. Néanmoins, la Finlande est aussi un pays membre de l'Union européenne. J'ai donc 2 questions. Tout d'abord, soutenez-vous les volontés d'autonomie stratégique de l'Union européenne? Enfin, en ce qui concerne vos futurs achats de matériel de défense, la Finlande souhaite-t-elle privilégier les industriels des pays européens? Je précise non sans malice que nous avons de très bons avions Rafale français. Je vous remercie. OK, Johannes. Johannes. Yes, France has very good. Oui, la France a effectivement de très bons avions Rafale. Et nous avons très bien étudié et comparé ces avions, notamment avec les avions suédois et britanniques. En ce qui concerne la souveraineté autonomique européenne, tout comme le président Kiljunen l'a déjà dit, nous soutenons cette autonomie et j'aimerais rappeler ce que notre ancien président disait. Il a rédigé un rapport qui paraîtra d'ici quelques semaines, qui fera partie des documents étudiés par la Commission sur la souveraineté de l'Europe et notamment en matière de défense et d'industrie de la défense. Je pense que cela devrait nous aider à l'avenir. Notre collègue Stéphane Rambaud. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues finlandais, le lien entre immigration
et souveraineté démocratique est aujourd'hui un enjeu fondamental pour de nombreux États européens, dont la France et la Finlande. À l'approche de l'élection présidentielle américaine qui pourrait favoriser des politiques d'immigration de masse selon le résultat, comme l'a récemment souligné Elon Musk, il est pertinent de s'interroger sur l'effet d'entraînement que cela pourrait engendrer. En adoptant de telles politiques, les États-Unis risquent de légitimer ou d'encourager des approches similaires en Europe, au moment même où l'Union européenne, à travers son pacte asile et immigration, cherche à imposer son projet de submersion migratoire. Dans ce contexte de pression migratoire, la Finlande a récemment adopté une loi temporaire permettant aux gardes-frontières de refuser l'entrée de clandestins en réponse à un afflux migratoire. Ma question est donc la suivante. La Finlande envisage-t-elle de pérenniser cette mesure pour préserver sa souveraineté démocratique? This is a very tough question. C'est une question très difficile. Je pourrais répondre, mais je vais donner la parole ici à Atte. Merci beaucoup pour cette question. Je vous réponds. Cette politique n'est pas en place actuellement. Elle sera mise en place si on se rend compte qu'il y a réellement une instrumentalisation des demandeurs d'asile et des migrants à notre frontière. C'est une politique qui peut donc être activée. Pour l'instant, la frontière est fermée. Il n'y a pas d'allées et venues, car nous savons qu'il y a effectivement une volonté de la Russie de faire venir des migrants à nos frontières. Donc le cadre législatif existe. Si la Russie continue à agir de la sorte, à nous menacer de cette manière, alors nous la prolongerons. Mais sinon, il n'y aura pas de raison de la prolonger. Oui, c'est une question qui est très compliquée parce qu'évidemment, l'opposition a soutenu cette loi. Mais une grande partie également il y a également de nombreux contre cette loi. Donc il y a vraiment toute une complexité dans cette question de la frontière, car il y a également une question sur les droits humains qui se pose. Évidemment, l'idée est d'ouvrir la frontière et de ne pas devoir utiliser cette loi, mais elle existe bel et bien. Alors, last question, but not least, je passe la parole à Marc de Florian. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs. Depuis 2023 et votre intégration à l'Alliance Atlantique, nous nous entraînons désormais côte à côte dans le cadre de l'exercice rebaptisé Nordic Response. À une autre échelle, la France a établi un partenariat avec les Estoniens dans le cadre de la mission Lynx. Elle consiste notamment en l'envoi régulier d'une compagnie d'infanterie légère qui s'y forme au savoir-faire estonien en matière de combat dissymétrique. Il s'agit d'un élément fondamental de votre culture militaire que votre victoire défensive lors de la guerre d'hiver a rendu célèbre. Ma question est donc la suivante. Quelle perspective pourrions-nous donner à une telle coopération technique bilatérale entre nos deux armées dans ce domaine dans lequel votre expertise est mondialement reconnue? Je vous remercie. Thank you very much for those wordings. Actually, I will ask Jarmo, and now I'm correct, former Chief of Defense, because obviously I made a huge mistake in what was in English. Former Chief of Army is actually our president, so obviously he reacted straight away that though I haven't been the president of Finland, but he has been a chief of the defense. So Jarmo, your response. Thank you for the question. I visited Paris here when your Chief of Defense was Pierre de Villiers. And then after the terror attack in Paris in 2015, you asked, according to the Article 42.7, help, and Finland was the first nation to answer yes. And then based on that, then we joined our forces, and we have a Finnish company within a French battalion in southern Lebanon. And we have a person who has
access to your Oui, nous avons accès à vos domaines opérationnels où nous pouvons discuter d'informations concernant l'Afrique et nous sommes très reconnaissants à la France qui nous a permis de mieux comprendre la situation en Afrique. Nous avons une coopération avec des forces spéciales qui est en cours. Et nous serions favorables à une coopération entre les forces de défense. J'étais anciennement militaire et en fait, il y a déjà des contacts et c'est dans notre avantage réciproque et nous serions ravis de vous accueillir à partager des opérations en Finlande. Nous arrivons au terme de notre rencontre. Je crois que ça a été des échanges extrêmement riches et intéressants. Je remercie beaucoup le président Kiljunen et l'ensemble de sa délégation. Vous avez vu que nos collègues ne manquaient pas de questions et de centres d'intérêt et que, comme je vous le disais dans mon propos introductif, je crois qu'il est extrêmement fécond, extrêmement utile que nous ayons ces échanges entre commissions des affaires étrangères de différents pays. Donc je vous remercie infiniment de votre présence, de votre visite. Ça a été un grand enrichissement pour nous et je vois que vous avez pu constater que nos collègues des différentes sensibilités n'ont pas manqué de vous interroger. Merci encore de votre présence. Merci beaucoup. C'était un vrai dialogue, vraiment un échange. Merci de votre ouverture, d'avoir posé tant de questions. Heureusement, nous avons un déjeuner. Pour nous, l'occasion de vous poser des questions, parce que là, nous avons été obligés de répondre à de très nombreuses questions de votre part, mais vraiment une discussion très intéressante, très ouverte. Merci. C'est à quelle heure cet après-midi ? 15h30. La séance est levée. Je vous rappelle, mes chers collègues, que nous avons de nouveau une séance à 15h30 cet après-midi. Bon appétit à tous et à toutes. Hop, bravo. C'était